etc., très contraignantes. Et le fait que ce soit les partis modérés qui ont pris ça en main, ça fait en sorte que les partis d'extrême, les extrêmes en fait, n'ont plus de voix, quasiment n'ont plus de vote lors des élections, quoi. Et en France, ce que je veux montrer, c'est qu'en France, parce que les partis modérés n'ont pas eu le courage de prendre ça en main, les extrêmes peuvent en profiter, etc., pour grappiller plein de votes, parce que eux, ils sont prêts à s'en occuper, quoi. Le problème, c'est que les extrêmes, en fait, on nous demande de choisir entre le fascisme islamique ou le fascisme français. Personnellement, j'ai moins peur du fascisme français. Je pense que si un jour le fascisme français arrive en France, s'installe en France, ce sera plus facile de le déloger que le fascisme islamique. Ceci dit, ça resterait un gros problème. Mais moi, je ne suis pas encore convaincu que Zemmour ce soit forcément un fasciste, etc. Je pense, c'est peut-être, bien probablement, qu'un amoureux de la culture française et de la France, et qu'il se sent très mal par rapport à tout ce qu'on voit, etc., à l'islamisation de la France. Et je suis pas surpris quand j'entends des gens qui viennent des fois de gauche ou de la droite modérée qui sont attirés par Zemmour parce que c'est le seul qui prend ce problème, qui crée un gros malaise pour beaucoup de gens en France, qui prend ce problème à bras le corps, quoi. Donc moi, peut-être que je voterai un jour pour lui. Je croise les doigts pour que ce soit quelqu'un qui soit pas, comment dire, qui n'ait pas une tendance un petit peu autoritaire, quoi, finalement, une fois arrivé au pouvoir, quoi. J'espère qu'il va respecter la démocratie. Parce que pour moi, comme j'explique dans mon livre, le plus important, la seule valeur sacrée pour un Français, là, ça doit être la démocratie. Je veux dire, à partir du moment où la démocratie fonctionne bien, d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre, je mets un tableau de l'indice démocratique dans le monde pour montrer que les pays musulmans sont à la ramasse en termes de démocratie. Et que la meilleure démocratie dans le monde actuellement, soi-disant, c'est celle de la Norvège. Je veux dire, à partir du moment où tu as une démocratie forte comme en Norvège, tu risques pas grand-chose. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est capable de préserver une démocratie de ce niveau-là, tant pis, si maintenant pendant 4 ans, 5 ans, on a des gens un peu autoritaires, etc., à partir du moment où dans 4-5 ans, on est capable de les déloger parce qu'on en a marre, c'est parfait. Et donc, effectivement, avec des gens comme Zemmour, avec des gens comme Mélanie, on peut avoir peur du fait qu'une fois arrivés au pouvoir, ils vont commencer à modifier un petit peu la structure du pouvoir pour s'assurer de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Soi-disant, c'est souvent ce qui arrive quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Elle va mettre, je sais pas, des juges qui sont plus ou moins favorables à elle à certains endroits stratégiques, etc. Elle va mettre des gens qui sont de son camp à des endroits importants, etc., de la structure du gouvernement, etc., pour pouvoir cloisonner tout ça. Et soi-disant, c'est ce qui se passe en Italie actuellement. Donc, je ne sais pas si Zemmour est vraiment dans cette optique-là. Moi, il m'a vraiment l'air avant tout d'être quelqu'un qui, comme moi, haït l'islam, est islamophobe de manière très extrême. Et ça, pour moi, personnellement, c'est une qualité. Moi, après avoir lu le Coran, je me suis dit, mais comment on peut considérer qu'être islamophobe, c'est un défaut? Au contraire, c'est une énorme qualité, être islamophobe, quoi. Je veux dire, comment aimer l'islam quand tu connais le Coran? C'est impossible, quoi. Donc moi, pour moi, c'est un islamophobe aussi extrême que moi, et donc de ce point de vue-là, j'en suis très content. Mais c'est peut-être plus que ça, malheureusement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive au pouvoir, sera peut-être très autoritaire, etc., un peu trop à mon goût. Donc c'est ça qui m'embête un peu, c'est que moi, ce que j'en veux surtout aux partis modérés français qui n'ont pas fait le travail, quoi. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour la France de maîtriser ses flux migratoires que pour le Danemark. C'est vrai que pour aller au Danemark, ne serait-ce que la situation géographique rend ça plus compliqué, etc., pour les clandestins, etc. Malgré tout, je me dis que le gouvernement français des 60 dernières années aurait pu faire beaucoup mieux, quoi. Aurait pu faire beaucoup mieux parce que ça paraît évident quand on connaît l'islam que ça peut pas fonctionner, quoi. Ça peut que amener à des tensions sociales, etc., et à du communautarisme. C'est impossible.
impossible autrement. Surtout que s'il y a ces lobbies musulmans, en fait, je cite énormément de raisons pour lesquelles c'est impossible. Mais en particulier, il y a ces fameux lobbies musulmans qui, euh, qui mettent beaucoup de pression à la communauté musulmane pour se séparer de la communauté française, pour vivre dans une société parallèle, pour ne pas se pervertir. Et sur 10 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait même des salafistes là, de partout dans le monde qui venaient dans certains quartiers français pour aller rappeler à l'ordre un petit peu les musulmans de ces quartiers, etc., pour les manipuler, etc. Je ne sais pas si tu peux me confirmer, toi, je ne sais pas si tu as vécu dans une banlieue, etc., si tu voyais traîner ce genre de personnes-là, mais d'après ce que j'ai lu, il y avait même des gens qui venaient du Pakistan parce qu'ils s'inquiétaient de voir ces musulmans qui arrivaient en Occident et qui risquaient de s'occidentaliser. Donc, de partout dans le monde sont venus des musulmans intégristes pour essayer de recadrer les musulmans en Occident et en particulier en France. Je ne sais pas si toi, tu as eu vent de ce genre de choses, de ton côté, de là où tu as vécu, etc. C'est une question en fait, Régulus. Tu peux répéter la question? En fait, simplement, je me demandais si toi, tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'intégristes venus de partout dans le monde, là, qui étaient venus un petit peu dans les banlieues françaises pour essayer de réislamiser un peu tout ça. Parce que, d'après mes lectures, là, j'ai cru comprendre que, à un moment donné, à force de voir des musulmans qui immigraient en Occident, les musulmans de partout dans le monde se sont inquiétés du fait que ces musulmans-là, si on les cadre pas, ils risquent de s'occidentaliser, ça risque d'être la mort de l'islam, quoi. Très problématique pour l'islam. Donc, il y a des intégristes musulmans, je sais pas, je me rappelle plus du nom de tabligh là du Pakistan, ou je C'est sais pas, ça, oui. etc. Et qui sont venus dans les banlieues françaises carrément pour recadrer un peu tout ça et qui ont aidé à accentuer le communautarisme, etc. Donc, je sais pas si toi, tu as vécu personnellement ce genre de choses là où tu habitais quand tu étais jeune, etc. Euh, donc, je sais pas si tu as eu vent de ce Non, genre. en fait, oui, oui, peut-être pas par moi-même, mais j'ai eu vent de ce qu'on appelle les missionnaires tabligh, effectivement. Donc, c'est une branche du sunnisme fondamentaliste qui vient à la base du Pakistan. En arabe, c'est Jama'at al-Tabligh. Donc, en Oui, français, c'est l'association pour la prédication. Donc, c'est une association euh, de salafi, en quelque sorte, de revivification de la foi. Donc, retour au fondamentalisme, intégrisme religieux, sunnite, et qui est hyper prosélyte, qui est un peu exactement. à la même image que des témoins de Jéhovah, qui avait pour but de réislamiser les pays musulmans, mais aussi d'islamiser les pays occidentaux. Donc, il y avait une interprétation hyper littérale de la prédication en islam qui disent que l'islam doit s'étendre là où le jour ou la nuit. En gros, c'est-à-dire Mhm. que tu peux pas laisser un territoire qui n'est pas islamique. Voilà, jour et nuit, il doit y avoir toujours prédication. Dieu ne va pas laisser une Exactement. maison sans qu'il y fasse entrer une religion. C'était la parole d'établir. Et en gros, en France, l'établir en proliféré pendant les années, je pense 70, 80, commencé à venir et sont vraiment connu leur apogée vers 90-2000. Mais en fait, le problème, c'est que les pouvoirs publics ont commencé à comprendre leur dangerosité que très tardivement, en fait. Voilà. Et en Exactement. même temps de se structurer, de s'organiser de manière à, on va dire, s'uniformiser, de manière à passer sous les mailles du filet de la surveillance politique et même judiciaire, voilà. Parce que c'était clairement Mhm. de la dérive sectaire qu'ils faisaient hein, et ce qui est condamné en France normalement. Mais bon. Mais ça mériterait un sujet en lui-même d'aborder ça. Mais c'est bien que t'en aies parlé dans le livre, c'est important, parce que ça fait partie des problèmes de l'islamisme qu'a connu la France. Tout à fait. C'est ça. Donc, ça fait partie de la liste de tout ce qui fait que c'est très dangereux, cette politique migratoire est très dangereuse. Effectivement, C'est c'est ça. ce prosélytisme islamique qu'on ne retrouve pas dans les autres religions, surtout le sunnisme, en particulier le sunnisme. On ne retrouve pas ça dans le judaïsme. Les juifs ont l'air, ne cherchent pas comment dire, à convertir les autres. Ils sont très bien entre eux, le petit peuple élu tranquille. Ils ne demandent rien à personne.
Alors que l'islam, c'est complètement différent. C'est pour ça, quand on nous demande mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dur comme ça avec le judaïsme ou le christianisme, c'est parce que déjà, le judaïsme, lui, il n'est pas prosélyte du tout. Il nous emmerde pas, il reste dans son coin, etc. Il n'est pas sans arrêt en train de vouloir changer des choses dans les traditions et cultures françaises. Et le christianisme, il a été très problématique pendant longtemps, mais on a réussi, enfin, nos ancêtres ont réussi à le dresser, en fait, et à faire en sorte qu'il fasse profil bas, on veut dire au début du siècle, au début du XXe siècle. Et là, maintenant, ben là, l'islam, c'est complètement différent, quoi. Il faut qu'on commence à zéro. Et donc, c'est pour ça que, ben, on tape essentiellement sur l'islam quand on critique des religions. Donc voilà pour ça. Ben, merci beaucoup. En tout cas, pour l'autre question que je voulais te poser, c'était par rapport au Japon. Parce qu'à un moment donné, Oui. Oui, voilà. Donc, tu as parlé de la politique migratoire dans le chapitre 2 et 3, il me semble que tu as parlé du Japon. Donc, la question, ce serait de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi le Japon comme exemple pour discuter de la politique migratoire. C'est quoi les aspects de la politique migratoire japonaise qui sont applicables ou adaptables à la France? Qu'est-ce que tu penses de la culture enfin, est-ce que tu penses que la culture et l'histoire de la France permettent un modèle d'immigration aussi restrictif que celui du Japon? Parce que c'est aussi ça la vraie question à poser. Voilà, c'est un peu tout ça que je voulais te poser comme question. Vas-y. Oui. Bah déjà, j'explique que je trouve que c'est trop restrictif le Japon, c'est un peu exagéré, quoi. Mais Voilà. ce que je veux dire, c'est au départ, si j'ai parlé du Japon, c'est parce que donc mon ami gauchiste, on en avait discuté. Et moi, j'ai parlé surtout au début de la culture japonaise, parce que ce serait dommage qu'elle disparaisse elle aussi à cause de l'immigration, etc. Et que voilà, les Japonais, eux, ils ont décidé justement pour protéger leur culture, leur cohésion sociale, de vraiment réduire l'immigration au strict minimum, quoi. Et donc, en fait, malgré le fait qu'ils ont un taux de natalité super bas, qui perdent 100 000 habitants par an, malgré ça, ils ont décidé de refuser complètement l'immigration parce que leur taux d'immigration est tellement faible qu'on peut dire qu'ils refusent carrément l'immigration. Et c'est vraiment une immigration de travail, quoi. Ils ont très peu d'étudiants et les gens qui viennent, c'est uniquement pour travailler, quoi. Et donc là aussi, d'après mes recherches, c'est essentiellement comme le Danemark, c'est la cohésion sociale et la pérennité de la culture japonaise, quoi. Ils expliquaient que déjà à la base, une culture japonaise, c'est une culture très codifiée, etc. Donc les Japonais ont peur de la relation avec des gens qui maîtrisent pas les codes japonais. Ils sont pas à l'aise avec ça. En plus, d'après ce que j'ai pu, d'après mes renseignements, etc., d'après mes recherches, ils sont pas très intéressés forcément aux cultures extérieures, etc. Attends, je vais juste reprendre un point. C'est ça. Donc, je disais que malgré ce taux de natalité tellement bas et le fait qu'ils perdent 100 000 personnes par an, il y a 100 000 de Japonais de moins par an, malgré ça, ils ont préféré choisir la robotique plutôt que l'immigration. Alors pourquoi est-ce que la France ne miserait pas plutôt là-dessus? Moi, de toute façon, je suis conscient que c'est plus compliqué pour la France parce que la Méditerranée, c'est très proche de l'Afrique et que les Africains sont parmi les premiers immigrants, quoi. Donc pour la France, c'est beaucoup plus difficile. Mais de toute façon, c'est pas intéressant d'avoir une politique migratoire aussi restrictive, d'après moi, que le Japon, parce que comme j'explique, il y a quand même des bonnes choses à prendre des cultures extérieures, hein, mais il faut juste que ce soit pas trop rapide. Il faut qu'on ait le temps d'assimiler ça, etc. Et les Japonais, eux, j'estime qu'ils risquent la sclérose de leur culture parce qu'ils se coupent complètement des influences culturelles extérieures, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il y a un juste milieu, comme le Canada, par exemple, qui n'accepte que les immigrants à haute valeur ajoutée, on va dire, ceux qui vont tirer le pays vers le haut et qui ont le plus de capacité à s'intégrer, même si ça marche pas très bien. Malgré tout, c'est quand même très communautaire parce que dans la philosophie anglo-saxonne, c'est pas grave le communautarisme, c'est pas un problème, quoi. C'est pas grave à petite échelle peut-être, mais ça devient grave à grande échelle. Et en Angleterre, si je comprends bien, c'est devenu une échelle suffisamment grande pour que ça devienne problématique le communautarisme.
Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, par rapport au Japon, oui. Ah, non, mais du coup, par rapport à la dernière question, donc Oui, effectivement, en France, on pourrait pas appliquer le même modèle restrictif migratoire que donc au Japon, ça serait trop difficile. ce serait difficile, effectivement, parce que c'est pas aussi facile de mesurer les flux, de contrôler les Ouais, flux. Euh, et après, pourquoi est-ce que ce serait, à part ça, pourquoi est-ce que ce serait plus difficile? Honnêtement, je sais pas. Est-ce que ce serait compliqué de mettre d'accès, d'accès, d'accès de notre politique plutôt sur la robotique pour, euh, pour pallier au manque de main-d'œuvre plutôt que sur l'immigration? Je ne sais pas si ce serait beaucoup plus dur à mettre en place en France qu'au c'est Japon. un choix, c'est un choix de société, c'est aussi un choix économique et un choix politique. Mais par contre, la politique migratoire française peut être revue sans pour autant vouloir atteindre celle du Japon C'est ou ça? celle de l'Australie ou celle du Canada, par exemple. Mais oui, elle pourrait être Oui, clairement revue à la baisse, ça c'est sûr. oui, Euh, oui. Mais en tout cas, là je voyais beaucoup de réactions dans les commentaires. Le Japon traduit beaucoup de livres étrangers. Ils ne sont pas coupés du monde du tout. Apparemment, voilà. Ensuite, Montréal, c'est une catastrophe. Mauvais exemple. Vous pouvez développer, s'il vous plaît, parce que moi, ça m'intéresse. Développer autour de vos critiques, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra comprendre en détail de ce que vous lui reprochez. Bon, je continue. En attendant, je continue sur les questions que j'avais à poser, parce que le livre, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il soulève énormément de réflexions. C'est très bien sourcé en plus, donc j'aime bien. Et après, il a parlé aussi de nous dans le livre, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand on t'évoque dans un livre. Ah là là. Bon, non, mais euh, franchement, vous oui, méritez d'être évoqué parce que vous êtes, pour moi, vous êtes le fer de lance, vous êtes au front contre la lutte, pour la lutte contre l'isolation de la France, et vous êtes les premiers, en fait, parce que personne n'osait jusqu'à présent, et c'est vous qui avez commencé, en fait, à, à créer un front, en fait, contre cette islamisation de la France, et c'est super courageux de votre part, et en plus, vous êtes les mieux placés pour ça, parce que vous avez vécu, et j'en parle dans le livre, vous êtes la meilleure source d'informations sur l'islam. Je veux dire, d'après moi, les médias français, les hommes politiques devraient vous consulter, vous, en premier, avant de consulter les imams qui sont des as de la manipulation et qui sont là, qui sont comme des représentants de commerce qui sont là pour vendre leur business, quoi. Et plutôt que de consulter ces gens-là, ou alors même des musulmans eux-mêmes, parce que les musulmans, eux, subissent une telle pression communautaire que de toute façon, ils ne peuvent pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Donc vous êtes les meilleures sources d'informations sur l'islam, parce que vous critiquez l'islam, vous osez critiquer l'islam malgré toute le risque que ça occasionne. Donc, je tenais effectivement à mettre ça de l'avant, quoi. Le fait que ça sert à rien de consulter un imam quand il y a un problème avec l'islam, ça sert à rien du tout. Forcément, il va embellir les choses, il va forcément éviter de noircir le tableau de l'islam. Alors, on ne cherche pas à noircir pour noircir, quoi. On cherche simplement à pointer du doigt ce qui va vraiment mal, ce qui cloche dans l'islam, pas pour le plaisir, parce que c'est important de le faire, parce qu'il faut le savoir, parce que c'est dangereux, parce qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions, quoi, tout simplement. Donc, si on continue à chaque fois à essayer de cacher ça, le problème va grossir avec le temps, et puis à un moment donné, c'est impossible à résoudre. Alors, votre travail, ben, c'est génial parce que ça fait enfin des gens qui osent pointer du doigt et des gens dont on peut pas, comment dire, on peut pas leur reprocher un manque de savoir ou quoi que ce soit. Vous en savez 1000 fois plus que la majeure partie des musulmans sur l'islam. Donc, vous êtes vraiment une source qu'on peut pas, qui a du crédit, quoi, par rapport à la critique de l'islam, à la lutte contre l'islamisation de l'Occident, etc. Donc, moi, je trouve que c'est important qu'on qu'on fasse comprendre aux hommes politiques que bah, c'est vous qui devez être les premiers, leurs premiers interlocuteurs quand il s'agit de parler d'islam, quoi.
parce que vous osez en fait Non, en non, parler mais de la dangerosité. ça nous fait vraiment plaisir, en tout cas, d'être reconnu parce que franchement, comme tu le dis, c'est un travail. Franchement, on a l'air des Oui, fois un oui, peu débonnaire, détaché, complètement, ouais, voilà, décontracté quand on fait certaines vidéos. Mais vous imaginez, mais c'est juste une, comment dire, c'est juste une façade en fait. C'est ce qu'on vous montre. Mais vous vous rendez pas compte des heures de recherche, des heures de mise en place, des heures de collecte de données, d'analyse qu'il y a derrière, des heures de discussion qu'on a entre nous pour vous fournir la meilleure voilà, enfin, le meilleur des décryptages, la meilleure des analyses, la meilleure des voilà, solutions face à des problématiques hyper complexes reliées à la présentation et à l'explicitation des doctrines islamiques, parce qu'elles sont très très difficiles à expliquer à des néophytes. Moi, on me dit tout le temps Régulus, tu comprends pas à quel point c'est complexe de comprendre la logique islamique. Moi qui ai vécu dedans, c'est pas du tout complexe pour moi, mais d'expliquer ça à quelqu'un qui n'a rien à voir. Donc, comme tu le dis, et moi avec Ruyon, on en a conscience. C'est aussi civilisationnel en fait. Voilà, faut être honnête. Des gens qui n'ont rien à voir culturellement avec la logique islamique peuvent vraiment pas comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est comme apprendre à un aveugle ce que c'est que les couleurs. Si t'as pas toi-même les yeux pour les voir, c'est très difficile à t'expliquer comment ça fonctionne. Mais on essaie de le faire quand même avec nos moyens. Oui, vas-y, Effecti- je t'écoute. Effectivement, et je sais que c'est extrêmement chronophage, quoi. Donc, Ah oui, oui, oui. quelque part, vous faites un sacré sacrifice. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans mon livre, je vous compare un petit peu aux résistants français pendant la guerre 39-45, parce que vous sacrifiez une partie de votre vie à lutter contre ce qu'il y a, d'après moi, de plus dangereux pour la France de nos jours, à part peut-être le réchauffement climatique, là. Mais à part ça, il y a rien de plus dangereux que l'islam pour la France, et vous êtes au front. Vous êtes au front, vous êtes les principaux résistants. Donc pour moi, moi je vous place au même niveau que le résistant français de 39-45. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré de dire ça, mais personnellement, quand on connaît l'islam en profondeur, j'estime par rapport à la moyenne des musulmans la connaître vraiment en profondeur, surtout pas par rapport à vous, parce que j'ai encore écouté certaines de vos vidéos récemment, où vous étudiez des textes qui sont en dehors des hadiths, là, les tafsirs, je ne sais plus comment vous appelez ça. Donc il y a les Corans, il y a les hadiths, que moi j'ai essayé un petit peu de connaître, grâce à vous d'ailleurs. Et après, vous étudiez encore d'autres textes, d'autres savants islamiques. Donc vous avez une culture de l'islam tellement supérieure aux autres à la plupart des musulmans. Et plus on plonge là-dedans, plus on se rend compte à quel point c'est dangereux comme idéologie, quoi. Donc, je suis là. Je sais pas si on peut dire. Peut-être certains trouveront ça incroyable de dire que c'est aussi dangereux que le nazisme en Europe en 39-45. Moi personnellement, je trouve que oui. Moi qui estime bien connaître l'islam maintenant, je me suis rendu compte que c'est au moins aussi terrifiant que le nazisme, si ce n'est plus, parce que le nazisme ne se basait pas sur une doctrine divine. Ça, c'est encore plus facile d'endoctriner les gens quand tu peux leur faire peur de l'enfer, etc., etc. Donc c'est encore plus facile de créer une sorte de soldat en fait pour ta cause, etc. Pour Hitler, ça devait être plus compliqué parce qu'il n'avait pas tout à fait Dieu derrière lui, ou c'était plus compliqué en tout cas d'utiliser l'excuse de Dieu, etc. Pour asseoir son pouvoir, etc. Et comment dire, atteindre ses objectifs, alors que pour l'islam se base vraiment là-dessus, quoi. Si tu crois pas ce qu'on me dit, si tu fais pas ce qu'on me demande, c'est l'enfer, tout simplement. Et l'enfer, ça dure pas 2 secondes, l'enfer, c'est l'éternité, quoi. Donc, et puis quand on lit le Coran, moi personnellement, justement, parce que j'avais vu certaines personnes là, qui comparaient certains hommes politiques, un Irlandais par exemple, ou qui comparaient le Coran à Mein Kampf. Et bon, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge là, par les médias, etc., les autres politiques. Et j'ai voulu vérifier. Je me suis dit,
Moi, après avoir lu le Coran, je me suis dit, est-ce que Mein Kampf est vraiment pire que le Coran? Donc j'ai lu Mein Kampf, et effectivement, je me suis rendu compte que c'est une sacrée saloperie, un sacré buffet aussi d'incitation à la haine et à la violence. Mais par contre, c'est beaucoup plus restreint que, que le Coran, parce que le Coran, il incite à la haine et à la violence contre tout le monde, tout ce qui est pas musulman, alors que Hitler, lui, sa phobie, c'était les Anglais, les bolcheviks, les Slaves, les Juifs, etc. Il parle même pas beaucoup des Français dans son bouquin, et donc voilà, il en voulait pas au monde entier. Et par contre, j'ai pas vu Hitler dire que c'est les mécréants, on les enverra en enfer, on les fera brûler. Si une fois que leur peau sera consumée, on va leur mettre une nouvelle peau, etc., pour qu'ils continuent éternellement à subir la punition, etc. Hitler, il ne va pas aussi loin que ça, quoi. Donc pour moi, l'islam, c'est très supérieur en termes de cruauté et de dangerosité que le nazisme, personnellement. Et pourtant, le nazisme, il allait très loin, quoi. Il allait très très loin. Mais franchement, honnêtement, c'est pour ça. Une autre chose dont je parle dans mon livre, c'est que pour moi, comment peut-on imaginer que c'est un vrai Dieu bienveillant qui a écrit ça? Moi, quand je lis ça, quand je lis beaucoup de versets, là, je me dis, mais ce serait idéal dans la bouche de Satan. Si vraiment les musulmans pensent que c'est un être surnaturel qui a créé le Coran, d'après moi, ça peut que être Satan, c'est pas possible. Il n'y a que Satan qui peut choisir déjà un prophète pédophile, esclavagiste, misogyne, homophobe, etc. Il n'y a que Satan qui peut choisir un prophète comme ça. Et il n'y a que Satan qui peut dire des choses comme ce que je viens de vous dire à l'instant à propos du fait de brûler des gens en enfer, du fait de taper sa femme, du fait de pouvoir pratiquer la pédophilie, le fait de prôner l'esclavagisme, ou en tout cas de l'autoriser. Il n'y a que Satan qui pourrait faire ça. Le fameux Dieu abrahamique là, dont on nous parle, si vraiment il autorise ça, bah, c'est que le Dieu abrahamique, bah, c'est tout simplement Satan, quoi. Si vraiment on veut croire à ces histoires, quoi. Je veux dire, ou alors, si c'est pas Satan, c'est son équivalent, quoi. Je veux dire, il a rien à lui envier en termes de cruauté. Mais bon, donc, et puis par exemple aussi, je parle aussi, je ne sais pas si tu as vu le début du livre où je fais une sélection de versets du Coran, parmi les plus terrifiants, mais bon, avec le temps, j'en ai découvert d'autres là. Et je compare un petit peu avec ce que je sais de l'Ancien Testament. D'ailleurs, à propos de l'Ancien Testament, là, je voudrais lancer des fleurs à un irréductible athée qui m'a fait découvrir l'Ancien Testament. Et donc, grâce à lui, j'ai pu comprendre que l'Ancien Testament, c'était équivalent en termes de saloperie que le Coran. C'était tout aussi cruel, tout aussi malveillant en fait pour l'humanité que le Coran. Et donc, moi, qu'on me dise que Allah et Yahvé, c'est la même personne, là, je suis bien d'accord. Par contre, je me suis un peu renseigné sur le Nouveau Testament, même si je suis de culture chrétienne et que j'ai renié ça depuis longtemps. Tout ce que je sais du Nouveau Testament, c'est ce que les curés m'ont raconté, là. Et bon, c'était plutôt sympathique. Hein, on parlait beaucoup d'amour, des messages de Jésus, etc. Donc, je me suis quand même renseigné un petit peu pour voir si on m'avait pas manipulé un petit peu. Et d'après ce que je peux comprendre, le Nouveau Testament, c'est quand même une sorte de parenthèse pacifique dans cette saga abrahamique. Et donc là, tout d'un coup, le fameux Dieu abrahamique est pas mal plus sympathique, etc. Alors, il y a un journaliste français qui a quand même réussi à trouver 2 psaumes là, dans lesquels ou 2 versets dans lesquels Jésus, bon, il se fâche un peu là, mais bon, à part ça, ça parle, c'est plutôt pacifique, ça parle d'amour, etc. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y a des gens qui, entre l'an, par exemple, l'an 0 et l'an 630, qu'est-ce qui est arrivé là pour que le Dieu abrahamique commence à se fâcher de même, quoi. Et est-ce que moi, je suis pas surpris que certains estiment que c'est pas le même Dieu, quoi. Pas le même Dieu, parce que les consignes, je sais pas si tu as vu cette partie-là, citation inspirante, là, je compare les consignes de Jésus et les consignes de Muhammad, là, c'est des consignes tellement opposées, quoi, et des vies tellement opposées. Je ne peux pas croire que l'un soit la suite de l'autre, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas du tout la même religion, c'est pas du tout, c'est complètement différent. Pour ça, je demande à cet fameux prophète, je demande de nous dire finalement qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse, quoi.
Est-ce qu'il faut qu'on choisisse l'amour de son prochain ou est-ce qu'il faut qu'on choisisse de, de convertir tout le monde tel que Mohamed l'a prôné, etc. Sinon, de couper la gorge, quoi. Donc ça, en termes de cruauté, je comprends que certains comparent l'islam au nazisme, comparent l'islam au nazisme. Je comprends parce que c'est au moins aussi terrible. Donc ça, j'ai pu me rendre compte. Tu vois, quand tu me lances sur un truc, là, je pars sur plein de choses. Et là, j'ai perdu un peu le fil. Je sais pas où est-ce qu'on en était dans notre discussion. Mais bon. Non, la discussion, non, c'est bien que parce que la digression, des fois, elle est hors sujet, mais là, vraiment, dans le cadre de l'entretien, tu abordes quand même les sujets liés à ton livre, donc moi, ça me dérange pas. Donc, franchement, ça me va bien. Alors, mais pour reprendre, il n'y a pas de souci, pour recentrer le questionnement, moi, j'allais te poser la question également, donc je t'avais posé déjà la question par rapport au Japon, je t'avais posé la question par rapport à Zemmour, il y avait la question de l'impact de l'immigration, ça c'est bon. Bon après, une autre question sur l'immigration, les coûts de la lutte contre l'immigration illégale. Voilà. La question c'est ça, parce que dans le chapitre 5 qu'on a parlé, est-ce que tu penses que les coûts élevés de la lutte contre l'immigration sont justifiés par les résultats obtenus? Et sinon, c'est quoi les alternatives que tu proposes pour gérer l'immigration illégale? Voilà. Oui, en fait, là, pour une fois, dans la discussion que j'avais avec mon ami gauchiste, pour une fois, c'est lui qui me donnait un argument Mhm. contre la politique migratoire française. Il m'expliquait avoir entendu parler d'un Marocain qui était venu faire ses études en France et puis qui s'est dit, plutôt que de rentrer par moi-même, je vais attendre que l'immigration française me renvoie, etc. Et donc, voilà, ça a coûté de l'argent aux contribuables français. Et donc ça, pour moi, c'était une preuve que c'est dangereux. Euh, de, l'immigration massive comme celle-là, c'est dangereux si elle n'est pas suffisamment sélectionnée, etc. Parce qu'on se retrouve avec des gens malveillants comme ça qui vont profiter du système et que ça va nous coûter cher. Et puis, donc, dans ce chapitre-là, je donnais des chiffres par rapport à ce que ça coûte pour chaque personne qu'il faut ramener au pays et le pourcentage extrêmement faible de d'OQTF qui sont appliqués là. Et donc, déjà, rien que 12% des OQTF, ça coûtait 500 millions en 2018, 500 millions d'euros en 2018. C'est de l'argent qu'on pourrait utiliser autrement, quoi, si on n'a pas besoin de faire autant d'OQTF. Et là, c'est juste pour 12%. Et donc, moi, personnellement, je ne sais pas du tout comment la France pourrait, je ne sais pas s'ils ont les moyens. Il y en a tellement, donc c'est peut-être une solution, c'est peut-être insolvable si on continue la politique migratoire telle qu'elle. Par contre, si on est, si maintenant tout d'un coup, du jour au lendemain, entre guillemets, on change de politique migratoire quelque chose de beaucoup plus sévère, ça deviendra peut-être beaucoup plus facile à gérer. On aura probablement beaucoup moins de QTF, etc. Par contre, l'immigration illégale, c'est aussi peut-être insolvable. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas forcément des solutions, mais je trouve que c'est quand même intéressant de montrer que, ok, on n'a aucune solution. On va devoir vivre avec ça, avec l'immigration musulmane sur des décennies encore, etc. Mais dans ce cas-là, il faut se préparer à soit leur inculquer de force à la communauté musulmane l'amour de la démocratie, l'amour de la liberté de penser, la liberté religieuse. Et ça, honnêtement, d'après toute l'information que j'ai accumulée, ça me semble absolument impossible. Parce que quand on regarde dans le passé, c'est jamais arrivé. Et dans le cas, dans le monde actuel, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de démocratie musulmane. Donc, le fait d'avoir de plus en plus de musulmans en France, ce serait un miracle. D'ailleurs, j'en parle dans le livre de cette façon-là. J'explique que d'un côté, ce qui se passe en France et en Belgique, là, parce que je compare beaucoup la Belgique à la France en termes d'immigration. Et donc, c'est un petit peu une expérience intéressante dans le sens où est-ce que la République française sera la première nation à être capable de créer une nation musulmane démocratique? Est-ce possible? Est-ce que la France va réussir ça? Ce serait
une innovation dans toute l'histoire, quoi. Bon, on peut faire semblant d'y croire, là, mais c'est un jeu dangereux, c'est un jeu très dangereux, quoi. Et surtout que quand on connaît l'islam et quand on écoute le clergé islamique, pour eux, la démocratie, c'est vraiment pas une bonne chose, quoi. Donc, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est jeter la démocratie dans les toilettes de l'histoire et faire en sorte que la seule chose qui compte, c'est la loi d'Allah, c'est tout. Et pas question à dévoter tous les 5 ans ou quoi que ce soit. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, si on n'a aucune solution, il y aura pas, d'après moi, il n'y a aucun moyen, si on n'a aucune solution politique pour améliorer, comment dire, la situation migratoire actuelle, si on peut pas faire beaucoup mieux, on peut faire peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup mieux, bon, ben, dans ce cas-là, c'est soit on arrive à convertir à nos valeurs les musulmans qui arrivent en France, et il y en a sans doute plein qu'on arrivera à convertir, parce qu'il y en a plein qui rêvent que de ça, quoi, de se sortir de cette matrice islamique, là. Il y en a beaucoup qui quittent le Maghreb, entre autres, parce qu'ils en ont marre de cette oppression islamique, mais il y en a plein d'autres qui viennent avec d'autres intentions et qui aimeraient au contraire islamiser la France, etc., quoi. Donc, on arrivera peut-être sans problème à convertir une partie à nos valeurs, mais ça m'arrive que ça suffira pas. Ça suffira pas si la politique migratoire continue actuellement. Personnellement, moi, je suis pas homme politique, j'ai aucune solution à proposer là. Je sais pas du tout quelles sont les problématiques à la base, etc. Je sais simplement que est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, au niveau des arguments qu'on entend souvent, c'est que les entrepreneurs français, ils ont besoin de main-d'œuvre, etc. Et puis la main-d'œuvre africaine, bon, voilà. Il y en a beaucoup de main-d'œuvre africaine, et en plus, elle est pas chère, etc. Donc, sans ça, on ne pourrait pas survivre, quoi. Moi, j'avais cru comprendre, d'après mes recherches, qu'au début des années 60, ils réfléchissaient, est-ce qu'on fait venir plutôt de la main-d'œuvre d'Afrique, plutôt la main-d'œuvre d'Europe du Nord. On a choisi la main-d'œuvre africaine. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, peut-être pour des raisons économiques. Mais s'ils avaient réfléchi en termes de culture, de capacité à s'assimiler, ben, la main-d'œuvre d'Europe du Nord aurait été peut-être une meilleure idée, quoi. Et donc, je perds le fil à chaque fois, là, parce que je parle dans différents domaines. Non, je vais te recentrer, pas de souci. La question que je vais te poser, parce que tu as parlé de non, attends, c'était quel chapitre? Dans le chapitre 10, entre deux rejets. Donc, c'était le dilemme des personnes issues de la culture arabo-musulmane en France. Donc, tu as évoqué qu'il y avait un dilemme pour les Français, donc franco-maghrébins en général, issus de Tunisie, Maroc, Algérie, autres. Qui sont entre un peu deux chaises, le cul entre deux chaises, comme on dit. Oui. Donc, il y a le rejet du pays d'origine, c'est vrai, et moi je le sais pour le coup, et le pays aussi pays d'accueil, peut-être qu'eux-mêmes s'auto-rejettent, il y a peut-être une auto-exclusion ou peut-être une véritable exclusion, parce qu'on peut pas non plus cacher, on peut pas fermer les yeux sur des témoignages de vécu négatif vis-à-vis de ces gens-là, par exemple, qui ont vécu du racisme, quelque part. Oui, tout à fait d'accord. Ils ont pu vivre du racisme, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre du travail, dans le cadre, je sais pas moi, d'un achat d'un appartement locatif. Bon, en tout cas, le problème, donc, ici que tu abordes, c'est, tu as dit que la société française aurait un rôle à jouer, non? Peut-être pour réduire le sentiment de rejet, sans pour autant se renier dans ses valeurs. Comment est-ce qu'elle pourrait faire, en fait? Vas-y, En fait, oui. le point de départ, c'est donc l'argument que me lançait mon ami gauchiste, c'est que donc il y a deux rejets effectivement. Soit ils sont mal vus de leur famille et de leurs amis parce que attends, je relis un petit peu. Parce qu'ils sont qui est mal vu de leur famille, ceux qui essayent. En fait, là, on parlait de ceux qui essayent de s'assimiler à un style de vie moderne occidental. Ils sont mal vus de leur famille d'un côté, et bon, ils sont mal vus de certains Français. Parce que, en tout cas, lui, mon ami gauchiste parlait des Français en général, parce qu'ils sont d'origine étrangère. Et moi, personnellement,
ayant quand même vécu pas mal d'années en France, là, j'ai connu très peu d'amis francophones, enfin, je veux dire, d'amis français de souche, entre guillemets, de blancs, etc., qui étaient racistes, quoi. J'en ai vraiment pas connu beaucoup. Je sais que ça existe. Il y en a effectivement, il y en a qui sont très virulents, etc. Mais pour moi, c'est une infime minorité, quoi. Je veux dire, moi, on peut se poser la question, là, c'est là qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les Chinois ne subissent pas de racisme? On entend très peu parler de racisme en France, les Indiens, etc. Et donc, pour parler de ça, justement, en rapport avec ça, en fait, j'ai repris la citation là, du général de Gaulle, qui expliquait que, en gros, hein, c'est pas la citation exacte, hein, qui expliquait que une communauté qui se comporte bien, qui apporte que du bien, elle est accueillie à bras ouverts, quoi. Je veux dire, si il y a du rejet envers elle, c'est quelque part elle s'est mal comportée, quoi. Donc, est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf, etc. On n'en sait rien. Est-ce que c'est parce que les musulmans ont été rejetés, qui sont devenus communautaristes, etc., et qu'ils ont rejeté la société française, ou est-ce que c'est parce que justement les musulmans ont rejeté la société française qu'ils ont été rejetés ensuite par les Français, de plus en plus? Ça, difficile à dire, quoi. Et donc, je reviens juste. C'est ça. Donc, par rapport au rejet, moi, là aussi, il n'y a pas vraiment de solution quand on connaît l'islam. Parce que la seule solution, ce serait qu'ils arrêtent d'être musulmans. Parce que dans l'islam, on te suggère fortement d'haïr les mécréants. Et donc, d'haïr les Français. T'es censé haïr. Et là, je reprends un interview de Majid Oukasha, qui expliquait que quand il était jeune, dans les années 90, je veux dire, les imams, qui se cassaient pas la tête comme aujourd'hui, là, à savoir est-ce que ça va être ce qu'ils vont dire là pendant le cours qu'ils donnent à des jeunes, etc. Est-ce que ça va être repris dans les médias ou quoi que ce soit? Est-ce que ça va être enregistré sur un téléphone ou quoi que ce soit? Il n'y avait pas Internet aussi développé, il n'y avait pas le téléphone portable, etc. Donc ils pouvaient se laisser aller. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de cette interview là où Majid Oukasha expliquait clairement que il faut pas avoir d'amis français. Je vais reprendre exactement ce qu'il disait. Parce que j'ai pas envie de faire une erreur par rapport à ça. Donc, je prends juste 2 secondes pour retrouver le passage. Hop. Voilà, c'est ça. Hein. Okay. Hop. Voilà, c'est ça. Ok. Hop. Donc, il expliquait que dans les années 90, les imams n'étaient pas, contrairement à aujourd'hui, surveillés par les renseignements généraux, et les portables n'étaient pas généralisés, donc ils ne se prenaient pas la tête avec le politiquement correct. Il nous disait clairement, le sens littéral du Coran, que les non-musulmans iraient en enfer,